Salut à tous. Tout a commencé avec un drone, puis les roquettes sont arrivées, puis les chars ont avancé, et maintenant, pris entre un cessez-le-feu que personne ne respecte et une guerre qui refuse de se terminer, le peuple du Liban traverse quelque chose que les grands titres du monde saisissent à peine. Voici la véritable histoire de ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Pour comprendre où nous en sommes maintenant, il faut revenir non pas des années en arrière, ni des décennies en arrière, mais seulement quelques mois en arrière. Parce que le conflit qui se déroule au Liban en 2026 n'a pas commencé par un seul coup de feu ou une seule frappe aérienne, il a commencé par une chaîne d'événements si rapide, si violent et si important à l'échelle mondiale qu'une grande partie du monde peine encore à comprendre exactement ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour nous tous. À la fin de février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre directe contre l'Iran. Ce n'était pas une escarmouche par procuration. Ce n'était pas une opération dans l'ombre. C'était une guerre ouverte, déclarée. Et au centre de tout cela se trouvait l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire moderne du Moyen-Orient, l'assassinat du guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. L'homme qui avait dirigé l'Iran avec une autorité absolue pendant des décennies avait disparu. Et dans le vide qui a suivi, tout ce que l'Iran avait construit, chaque alliance, chaque milice, chaque groupe armé financé à travers la région a commencé à réagir. Bien sûr, dans l'école de gestion de crise à la Trump, quand un incendie brûle déjà, la réponse confiante consiste souvent à apporter plus d'essence et à appeler ça une stratégie. Le Hezbollah était le relais le plus puissant et le plus aguerri de l'Iran. Basé au Liban, armé jusqu'aux dents et politiquement intégré dans la société libanaise d'une manière qui rend presque impossible de le séparer de l'État lui-même, le Hezbollah observait attentivement la situation. Et lorsque la guerre de l'Iran a commencé, le Hezbollah est passé à l'action. Il a repris ses tirs de roquettes contre Israël. Pas de petits tirs dispersés, mais des frappes soutenues, organisées, avec des centaines de roquettes par jour s'abattant sur le nord d'Israël. Le sud du Liban est devenu une plateforme de lancement. Et Israël, déjà engagé sur le front iranien, a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser un deuxième front l'épuiser par le nord. Alors Israël a fait ce qu'Israël avait déjà fait auparavant, seulement cette fois avec une force beaucoup plus grande et une vitesse beaucoup plus élevée. Il a lancé une offensive terrestre dans le sud du Liban le 6 mars 2026. 5 divisions complètes des forces de défense israéliennes ont traversé le territoire libanais. 5 divisions. C'est un engagement militaire énorme. C'était pas des raids de commando ni des frappes ciblées, c'était une invasion, et le monde le savait, même si le langage utilisé par les responsables tentait d'adoucir ce mot. L'objectif affiché était clair. Israël voulait repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani afin d'établir ce que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, appelait une zone de sécurité, une bande de territoire libanais qu'Israël entendait contrôler jusqu'à ce que, selon les mots du ministre, la menace du Hezbollah soit complètement éliminée. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a repris ce message dans un langage qui laissait très peu de place à l'interprétation. Le message était que ceux qui déposeraient les armes sauveraient leur vie, et que ceux qui refuseraient verraient leur sang verser. Ce ne sont pas les mots d'un gouvernement qui cherche une solution diplomatique rapide. Ce sont les mots d'un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi que la guerre terrestre a commencé. Les chars israéliens sont entrés dans les villes et les villages du sud du Liban. L'armée israélienne s'est déployée simultanément sur plusieurs fronts. Des frappes aériennes ont touché Beyrouth, la vallée de la Bekaa, l'ancienne ville de Tyr, Nabatieh, Sidon. Les principaux ponts sur le fleuve Litani ont été délibérément détruits par les forces israéliennes, une décision tactique destinée à couper le sud du reste du Liban, à isoler le champ de bataille, à empêcher le Hezbollah de se réapprovisionner ou de se replier vers le nord. Un pont détruit peut être présenté comme une nécessité tactique, ce qui est pratique parce que ça sonne beaucoup plus propre que d'expliquer à des familles que la route de sortie vient tout simplement de disparaître. C'était un coup de stratégie militaire calculé et brutal, et cela a fonctionné à court terme. Le sud du Liban a été effectivement bouclé.
Et à l'intérieur de cette zone fermée, les combats ont été féroces. C'est ici qu'il faut aborder directement les affirmations virales. Beaucoup de gens ont probablement vu passer des titres affirmant que des centaines de soldats israéliens avaient été tués dans une contre-attaque massive du Hezbollah. Ces affirmations se sont propagées rapidement. Elles ont été partagées des millions de fois sur les plateformes. Des vidéos y étaient attachées. Des infographies ont circulé. Et pour beaucoup de gens qui faisaient défiler leur fil d'actualité, cela semblait crédible. Ça ne l'était pas. Les informations vérifiées par des médias internationaux crédibles, notamment The Times of Israel, Al Jazeera, NBC News, l'Associated Press et des équipes de vérification des faits, situent le bilan confirmé des pertes militaires israéliennes pour toute cette phase de la guerre au Liban à environ 13 à 15 soldats. Ce ne sont pas des centaines, ce sont 13 à 15. Des noms individuels, des familles individuelles, des tragédies individuelles, mais pas le massacre de masse que les publications virales prétendaient. Mais dans le carnaval informationnel pro-Trump, un chiffre vérifié plus petit est apparemment moins utile qu'un énorme chiffre fictif avec un meilleur éclairage. L'incident le plus meurtrier pour l'armée israélienne s'est produit le 30 mars, lorsque 4 soldats israéliens ont été tués lors d'un affrontement dans le village libanais du sud de Beit-Lif. Le capitaine Noam Madmoni, 22 ans, de Sderot, le sergent-chef Ben Cohen, 20 ans, de Lehavim, le sergent-chef Maxime Antis, 20, et 1 an, de Bat Yam, et le sergent-chef Gilad Harel. 4 jeunes hommes, 4 familles brisées, mais 4, pas 400. Les fausses affirmations se propagent si facilement parce que, dans un conflit aussi complexe, aussi rapide et aussi chargé émotionnellement, la désinformation n'a pas besoin d'être sophistiquée pour être efficace. Elle doit simplement être spectaculaire. Elle doit tomber au bon moment lorsque les gens sont déjà anxieux, déjà en colère, déjà à la recherche d'une confirmation de ce qu'ils craignent ou de ce qu'ils espèrent. Et dans le brouillard d'une vraie guerre, où l'information réelle est contrôlée, retardée et filtrée par tous les camps, une publication à l'apparence convaincante peut aller plus loin et plus vite que n'importe quel reportage vérifié. Voilà le champ de bataille de l'information. Et il fonctionne en parallèle du champ de bataille physique. C'est le genre de champ de bataille où une conférence de presse peut perdre contre un même avant même que la première question soit terminée. Mais l'histoire réelle n'a pas besoin d'exagération. L'histoire réelle est déjà assez dévastatrice en elle-même. Le ministère de la Santé du Liban a rapporté que plus de 2000 personnes ont été tuées et plus de 6000 blessés depuis que le pays a été entraîné dans cette guerre le 2 mars 2026. Plus de 2000. Et ce chiffre continue de grimper. Parmi les morts, il y a des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'avaient nulle part où aller, qui sont restées chez elles parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour partir, pas de famille ailleurs. Aucune autre option que d'attendre et d'espérer que les bombes les ratent. Parmi les morts, il y a des travailleurs médicaux, des intervenants d'urgence, des personnes qui ont couru vers le danger parce que leur travail l'exigeait et qui ne sont pas revenus. Le 8 avril 2026 est une date que le Liban n'oubliera pas. C'est une date que Beyrouth portera pendant une génération. Ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire et d'horrifiant s'est produit. Israël et les États-Unis venaient d'annoncer un cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran. Le Hezbollah, lisant le moment, a signalé qu'il suspendrait ses attaques contre Israël et contre les forces israéliennes au Liban. Il y a eu une fenêtre brève, fragile, le genre de fenêtre où, dans d'autres conflits et à d'autres époques, des diplomates se sont précipités pour saisir l'occasion et arrêter les tueries. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, Israël a lancé ce qu'il a décrit, la paix, des plus puissantes contre le Liban depuis le début de tout le conflit. L'armée israélienne a appelé cela l'opération Eternal Darkness. 50 avions de chasse de l'armée de l'air israélienne, environ 160 munitions, plus de 100 cibles frappées dans une fenêtre de 10 minutes. 10 minutes. Il n'y a que dans le langage de la politique de crise moderne qu'un cessez-le-feu peut être présenté le matin et suivi d'une campagne de bombardement record avant même que le café ait refroidi.
L'ampleur de ce qui s'est produit dans cette courte fenêtre de temps est presque impossible à comprendre. Des frappes aériennes ont touché le sud de Beyrouth. Elles ont touché la vallée de la Bekaa, elles ont touché Tyr, dans le sud, et elles ont touché le centre de Beyrouth, le cœur de la ville, des quartiers civils, des zones commerciales, des endroits où les gens poursuivaient leur routine matinale pendant l'heure de pointe. Les autorités libanaises ont appelé cela le mercredi noir. À l'une des intersections les plus fréquentées de Beyrouth, dans le quartier de Corniche Al-Mazraa, une zone mixte résidentielle et commerciale, pas une base militaire, pas un dépôt d'armes, des journalistes de l'Associated Press présents sur le terrain ont rapporté avoir vu des corps calcinés dans des véhicules et au sol. La Croix-Rouge libanaise a rapporté au moins 300 morts ou blessés à Beyrouth et dans ses environs seulement. Les hôpitaux ont été submergés, les médecins et les infirmières ont travaillé sans arrêt. Une directrice pays pour le Liban de l'organisme, sans but lucratif Med Global, a décrit la situation comme un chaos total et a affirmé que les attaques n'étaient pas ciblées. Sa conclusion était brutale, c'était un crime de guerre ouvert. La position d'Israël était ferme. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des actifs du Hezbollah, des quartiers généraux, des centres de renseignement, des infrastructures de missiles, des installations liées à la force d'élite Radouane, ainsi que des unités aériennes et navales. Elle a affirmé qu'au moins 250 militants du Hezbollah avaient été tués dans l'opération. Elle a dit avoir tué Ali Youssouf Archi, le neveu et secrétaire personnel du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, lors d'une frappe à Beyrouth. Les responsables israéliens ont présenté toute l'opération comme un coup décisif et nécessaire porté à la capacité militaire du Hezbollah. Mais sur le terrain, dans les rues de Beyrouth, le calcul paraissait très différent. Dans le Beyrouth résidentiel, un membre de la municipalité a décrit l'endroit simplement et crûme comme un secteur résidentiel où il n'y avait rien. Un cimetière dans le village de Shmoustar, dans la vallée de la Bekaa, a été frappé pendant des funérailles. Au moins 10 personnes venues se recueillir ont été tuées et 4 autres blessées alors qu'elles étaient réunies pour enterrer l'un des leurs. 3 jeunes filles ont été tuées dans la ville côtière d'Adloun, au sud de Sidon. Médecins sans frontières a rapporté que son personnel de santé avait été blessé par les forces israéliennes à l'hôpital Iram, à Tyr, et que l'hôpital lui-même avait subi d'importants dégâts. Une ambulance a été frappée près de Tyr. Plus de 20 pays ont condamné les attaques. Les Nations Unies ont demandé des réponses. Une analyse de la BBC sur l'opération Eternal Darkness a été inhabituellement directe. Les gains militaires de l'attaque, disait-elle, risquaient d'être limités. Autrement dit, Israël a frappé fort, frappé vite, frappé à un coût humain énorme et n'a pu être obtenu aucun résultat militaire décisif capable de changer l'équation fondamentale sur le terrain. C'est le genre de résultat que les équipes de marketing politique préfèrent appeler de la force, parce que gain limité à coût catastrophique ne tient pas très bien sur une bannière de campagne. C'est l'arithmétique cruelle de ce type de guerre urbaine, de ce type de conflit asymétrique, où un camp dispose d'une puissance aérienne écrasante et où l'autre est intégré à une population civile avec laquelle il a passé des décennies à construire des liens et à fournir des services. Et cela nous ramène au Hezbollah lui-même. Parce que, pour comprendre ce conflit, le Hezbollah ne peut pas être traité simplement comme une organisation terroriste qui tire des roquettes, même si c'est exactement ce qu'il fait. Il faut comprendre la profondeur de ses racines au Liban, la complexité de son rôle dans la société libanaise, et la manière dont il agit simultanément comme une milice, un parti politique, un fournisseur de services sociaux et un relais armé de l'Iran. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme organisation terroriste étrangère en 1997 et cette désignation est toujours en vigueur. Mais le Hezbollah détient aussi des sièges au Parlement libanais, il dirige des écoles, il fait fonctionner des hôpitaux, il fournit une aide financière à des dizaines de milliers de familles. Quand le Hezbollah est bombardé, c'est quelque chose de physiquement et socialement entremêlé, avec les infrastructures civiles du Liban qui est bombardée, d'une manière
qui rend la guerre propre et chirurgicale presque théorique. Le Hezbollah a tiré des drones et jusqu'à 2000 roquettes contre Israël durant cette phase du conflit. 2000 roquettes. Le dôme de fer en a intercepté beaucoup, mais pas toutes. Les civils israéliens des communautés du Nord ont vécu sous les sirènes, sous une menace constante, sous le poids psychologique de savoir que, à n'importe quel moment, leur maison, leur rue, l'école de leur enfant pouvait devenir une cible. Un civil israélien a été tué par un tir de missile venu du Liban, d'autres ont été blessés, des communautés frontalières ont été évacuées. Le poids psychologique pour des gens qui ont déjà vécu des années sous ce type de pression est incalculable. La ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, est devenue le principal site de combat terrestre, soutenu entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah. Pâté de maison par pâté de maison, bâtiment par bâtiment, le genre de combat qui épuise les soldats et transforme les villes en ruines. La 769 brigade Hiram de l'armée israélienne y a opéré. Les forces israéliennes ont fait exploser des bâtiments à Bint Jbeil. Elles ont lancé des avertissements d'évacuation dans de vastes zones du sud, demandant aux résidents de se déplacer au nord du fleuve Litani. Puis, après la destruction des ponts sur ce fleuve, beaucoup de ces mêmes personnes n'avaient plus aucun moyen de traverser. La FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, présente dans le sud du pays depuis des décennies, s'est retrouvée dans une position impossible. Des casques bleus de l'ONU ont été attaqués par l'armée israélienne à plusieurs reprises. 3 casques bleus du Ghana ont été blessés lorsque des frappes de missiles israéliennes ont touché un quartier général de bataillon de la FINUL à Aloza, à Bint Jbeil. Séparément, les forces de la FINUL ont également été prises dans des échanges avec le Hezbollah. Pour une organisation dont tout le mandat consiste à maintenir la paix dans le sud du Liban, la guerre de 2026 a rendu ce mandat presque insignifiant. Il n'y avait plus de paix à maintenir. Au moment où Israël et le Liban se sont assis, avec prudence, avec hésitation et de façon historique, pour discuter d'un cessez-le-feu, le bilan des morts au Liban avait dépassé 2000. L'armée israélienne a dit avoir frappé plus de 2000 cibles du Hezbollah à travers le pays, y compris des centaines de centres de commandement, de dépôts d'armes et de lance-roquettes. Elle a affirmé avoir tué environ 800 membres du Hezbollah, y compris un grand nombre de combattants de la force Radwan, l'unité d'élite de première ligne qui avait été au cœur des opérations terrestres du Hezbollah. Que ces chiffres soient exacts, exagérés ou sous-estimés dépend entièrement de la personne à qui la question est posée. Et tous les camps dans ce conflit ont de fortes raisons de gérer l'information sur les pertes. Le 6 avril, le président Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Liban avaient accepté une trêve de 10 jours. C'était un accord fragile, imparfait, maintenu davantage par la pression diplomatique que par un véritable désir de paix de la part des belligérants. Dans le style Trump classique, l'annonce avait la forme d'un tour de victoire avant même que les pneus aient touché la route. Et presque immédiatement, il a commencé à se fissurer. Les forces israéliennes ont continué à opérer dans le sud du Liban, les frappes aériennes ont continué, les gens ont continué à mourir. Des responsables libanais ont signalé des victimes pendant plusieurs jours après l'entrée en vigueur supposée du cessez-le-feu. Le Hezbollah a lancé des drones et des roquettes. Les deux camps ont accusé l'autre de violation. Les analystes qui observaient la situation de près ont vu ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Le cessez-le-feu n'avait jamais été destiné à réellement arrêter les combats. C'était être une manœuvre diplomatique, une pause destinée à créer de l'espace pour des négociations et non une véritable fin des hostilités. Trump a ensuite prolongé le cessez-le-feu de 3 semaines et les attaques ont quand même continué. Le 25 avril, des frappes israéliennes ont tué au moins 4 personnes dans le district de Nabassieh, au nord du fleuve Litani, dans un territoire qu'Israël avait unilatéralement déclaré comme sa zone opérationnelle, mais qui relève techniquement de la zone couverte par le cessez-le-feu. Apparemment, un cessez-le-feu qui doit être constamment prolongé pendant que les bombes continuent de tomber n'est pas un échec, c'est seulement de l'image de marque avec plus de paperasse.
Des correspondants d'Al Jazeera ont rapporté des bombardements à Khiam, y compris des frappes dans des blocs résidentiels. Des soldats israéliens auraient fait exploser des bâtiments à Bin Jebel. Le député du Hezbollah Ali Fayad a déclaré que le cessez-le-feu était vide de sens à la lumière de l'insistance d'Israël à commettre des actes hostiles, y compris des assassinats, des bombardements et des tirs, et il a soutenu que les attaques israéliennes signifiaient que le Hezbollah conservait ce qu'il appelait le droit de riposter. Le 26 avril, à peine un jour avant que ce texte soit rédigé, un soldat israélien a été tué et 6 autres blessés lorsqu'un drone explosif du Hezbollah a frappé près de forces israéliennes dans le sud du Liban qui étaient en train d'évacuer des soldats blessés. Des images de la frappe de drone ont largement circulé. Le commandement du front intérieur en Israël a imposé des restrictions sur les rassemblements dans plusieurs zones du nord. Le ministère libanais de la Santé a rapporté que les frappes israéliennes de ce même jour avaient tué 14 personnes, dont 2 femmes et 2 enfants. Le cessez-le-feu, dans les faits, n'a pas arrêté les tueries. Netanyahou, s'exprimant lors de sa réunion hebdomadaire du cabinet, le 26 avril, a déclaré que les actions du Hezbollah menaçaient le cessez-le-feu et a promis de répondre avec vigueur. Il a soutenu que les violations du Hezbollah étaient en pratique en train de démanteler le cessez-le-feu. Il a souligné qu'Israël disposait d'une liberté d'action, non seulement pour répondre aux attaques, ce qui est évident, mais aussi pour prévenir des menaces immédiates et même des menaces émergentes. Autrement dit, Israël dit au monde que, dans le cadre du cessez-le-feu, il se réserve toujours le droit de frapper le Hezbollah où et quand il le juge nécessaire. Ce n'est pas un cessez-le-feu au sens traditionnel du terme. C'est un cessez-le-feu de nom et une guerre dans les faits. C'est le genre de cessez-le-feu qui ferait sourire un porte-parole de campagne, assez de paix pour le titre, assez de guerre pour la politique. Le Hezbollah, de son côté, a entièrement rejeté le cadrage de Netanyahou. Il a nié mettre le cessez-le-feu en danger et a dit qu'il continuerait à répondre aux attaques israéliennes. Son député Hassan Fadlallah a qualifié la décision du gouvernement libanais de tenir des pourparlers directs avec Israël de violation flagrante du pacte national, de la constitution et des lois libanaises. Et des milliers de partisans du Hezbollah sont descendus dans les rues de Beyrouth un samedi après-midi, agitant des drapeaux jaunes tenant des portraits du chef du Hezbollah tué, Hassan Nasrallah, mort dans des frappes israéliennes en 2024, et scandant des slogans contre les négociations avec Israël. Une manifestante nommée Roukaya Machik a saisi l'ambiance en affirmant que quiconque veut la paix avec Israël n'est pas libanais. Cette seule phrase dit quelque chose de profond sur l'ampleur des fractures qui traversent actuellement la société libanaise. Parce qu'il existe un autre Liban, le Liban du président Joseph Aoun, qui a qualifié les pourparlers de cessez-le-feu d'historique et les a accueillis favorablement. Le Liban du Premier ministre Nawaf Salam, qui a décrit la situation comme très critique et qui tente de naviguer dans un paysage politique presque impossible. Le Liban de millions de gens ordinaires qui sont épuisés, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont vu leur pays être bombardé pour la 3e grande fois de mémoire vivante et qui veulent désespérément que cela s'arrête. Ces 2 Libans existent côte à côte et la tension entre eux fait autant partie de cette histoire que les roquettes, les drones et les frappes aériennes. Le contexte plus large de ce qui se passe au Liban ne peut pas être séparé de la guerre contre l'Iran. Le cessez-le-feu de l'Iran avec les États-Unis et Israël est techniquement entré en vigueur au début d'avril. Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, qui a aidé à négocier l'accord, a déclaré publiquement que le cessez-le-feu incluait tous les fronts de la guerre, y compris le Liban. Netanyahou a rejeté cette interprétation, les États-Unis l'ont rejeté aussi. Le cessez-le-feu iranien, du point de vue d'Israël, n'avait rien à voir avec le Liban. Et donc pendant que l'Iran et les États-Unis reculaient du bord du gouffre, le Liban, lui, y restait. Le Hezbollah s'est retrouvé à tenir la ligne d'une guerre dont son parrain s'était au moins temporairement éloigné. Les implications politiques et stratégiques de cela sont énormes, et elles continuent de se déployer. Les Nations Unies se sont penchées sur les dimensions juridiques de ce qui s'est produit. Un rapport récent de l'ONU a averti que les attaques israéliennes contre le Liban pourraient violer le droit international. Plus précisément, la conduite de frappes dans des zones civiles, le ciblage d'hôpitaux et de travailleurs médicaux,
La destruction d'infrastructures civiles et l'ampleur des pertes civiles soulèvent toutes de profondes questions au regard des lois des conflits armés. Mais le même rapport de l'ONU a également noté que les tirs de roquettes du Hezbollah contre des zones civiles israéliennes pourraient avoir violé le droit international humanitaire. Les deux camps, en d'autres mots, font l'objet d'un examen. Les deux camps ont mené des opérations que des observateurs juridiques indépendants estiment susceptibles d'avoir franchi des lignes que le droit international existe précisément pour protéger. Et au milieu de tout cela, il y a eu un moment qui a capturé quelque chose de la complexité morale, ou peut être de l'effondrement moral, de cette guerre d'une manière qu'aucune statistique militaire ne pourrait faire. Dans le village libanais du sud de Debel, une photographie et une vidéo virale ont émergé, montrant un soldat israélien fracassant une statue de Jésus-Christ avec une masse. Les images se sont propagées immédiatement. Elles ont suscité la condamnation de dirigeants religieux à travers le monde. Elles ont suscité la condamnation de figures internationales. Même le gouvernement israélien les a condamnées. C'était l'acte d'un seul soldat. Mais dans le contexte d'une guerre déjà saturée d'images de destruction et de mort, c'est devenu le symbole de quelque chose de plus sombre, quelque chose que les guerres ont toujours fait aux gens de tous les camps. Elles arrachent les retenues. Elles créent des permissions pour des comportements qui seraient impensables en temps de paix. Et elles laissent derrière elles des dommages qu'aucun cessez-le-feu ne peut pleinement réparer. Pendant ce temps, les négociations de cessez-le-feu, qui ont commencé le 10 avril, ont été décrites par Reuters comme historiques, et d'un point de vue technique, elles le sont. Ce sont des pourparlers directs entre Israël et le Liban, quelque chose qui n'était pas arrivé dans un cadre formel depuis des décennies. Le président libanais Aoun les a soutenus. Israël a déclaré que les négociations porteraient sur le désarmement du Hezbollah et pourraient mener à un accord de paix global. Certains observateurs ont vu une possibilité réelle dans ce cadrage. D'autres y ont vu une condition préalable destinée à échouer, parce que le désarmement du Hezbollah n'est pas quelque chose que le Hezbollah est prêt à discuter, et tout le monde dans la pièce le sait. CNN a rapporté qu'après un appel téléphonique tendu, Netanyahou était suffisamment inquiet à l'idée que Trump déclare un cessez-le-feu au Liban pour accepter d'entrer en négociation. Ce détail dit quelque chose d'important. Les négociations, on peut être commencées non pas parce que les deux camps sont prêts pour la paix, mais parce que chaque camp essaie de gérer le prochain mouvement de l'autre. Alors, le processus de paix commence moins comme une percée que comme un groupe d'hommes qui tentent d'empêcher quelqu'un d'autre d'annoncer la victoire trop tôt. Ce que tout cela signifie pour les gens ordinaires pris au piège est la question la plus importante. Pour la famille libanaise de Nabassieh, dont la maison a été frappée, alors qu'elle n'avait rien fait de mal, pour la famille israélienne d'Aviv, dont la rue a été touchée par des éclats de roquettes, pour les enfants libanais d'Adloun qui devraient être à l'école en ce moment, pour les réservistes israéliens qui ont reçu l'appel de déploiement et ont laissé derrière eux des emplois, des enfants et des partenaires qui ne savent pas quand ils rentreront. Pour le casque bleu de la Fénule venu du Ghana, qui s'est réveillé un matin dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU et s'est retrouvé au milieu d'une guerre à grande échelle. Pour la médecin de l'hôpital Iram à Tyr, qui a continué à soigner des patients, même après que les forces israéliennes eurent blessé ses collègues et endommagé son hôpital. Ce sont ces personnes qui vivent à l'intérieur des statistiques. Ce sont ces personnes pour qui chaque jour de ce conflit n'est pas un titre, mais une réalité vécue. Et la guerre de l'information qui accompagne tout cela compte aussi. Les publications virales affirmant que des centaines de soldats israéliens avaient été tués ont été partagées par de vraies personnes qui y croyaient, qui voulaient que ce soit vrai, ou qui étaient assez en colère pour que l'exagération leur semble justifiée. Mais la désinformation dans un conflit comme celui-ci ne reste pas neutre. Elle enflamme, elle radicalise, elle pousse les gens davantage dans des camps où l'autre côté n'est plus seulement l'ennemi, mais une caricature, un symbole du mal absolu contre lequel n'importe quelle affirmation, n'importe quelle atrocité, n'importe quel chiffre semble crédible. Et quand cela se produit, l'espace pour le type de solution politique qui pourrait réellement arrêter les tueries devient de plus en plus petit. La vérité difficile
inconfortable et moralement embrouillé, c'est que ce conflit a produit de véritables atrocités sur plusieurs fronts. Il a produit de véritables opérations militaires aux côtés de véritables crimes de guerre. Il a produit des héros et des monstres, parfois dans le même uniforme, parfois dans la même semaine. Il a produit une catastrophe humanitaire au Liban que le monde échoue encore à traiter adéquatement. Il a produit en Israël une peur, un deuil et une colère tout aussi réelle et tout aussi humain. Et il a produit en ce moment même un cessez-le-feu qui existe sur papier pendant que des gens meurent sur le terrain. En date d'aujourd'hui, le 27 avril 2026, le cessez-le-feu prolongé est encore techniquement en vigueur. Des pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Liban sont prévus à Washington sous les auspices des États-Unis. Le président libanais Aoun a exprimé de l'espoir, Netanyahou a exprimé sa détermination, le Hezbollah a exprimé sa défiance et les bombes continuent de tomber dans le sud du Liban. Espoir, détermination, défiance et bombes qui tombent, le genre de paquet diplomatique qui a l'air impressionnant seulement si personne ne lit les petits caractères. Où cela se termine, honnêtement, personne ne le sait. Le scénario le plus optimiste est que les pourparlers de Washington produisent un cadre. Peut être pas un accord de paix complet, mais un véritable cessez-le-feu surveillé qui tient, qui permet au Liban de commencer à reconstruire, qui crée une forme d'architecture de sécurité dans le sud, donnant à Israël le tampon qu'il affirme nécessaire, sans exiger l'occupation permanente du territoire libanais. Ce scénario exige des compromis qu'aucun des principaux acteurs ne semble actuellement prêt à faire. Le scénario le plus probable, selon tout ce que nous savons actuellement, est que cette trêve fragile continue d'être violée par les deux camps, que le coût humain continue d'augmenter, que les négociations s'enlisent sur la question centrale et impossible des armes du Hezbollah, et que la région demeure au bord d'une autre explosion, attendant le prochain drone, la prochaine roquette, la prochaine frappe aérienne qui fera basculer l'équilibre d'un conflit gelé vers une guerre totale. Tout a commencé avec un drone, c'est encore vrai. Et les drones volent encore. Les roquettes tombent encore. Les soldats meurent encore, un par un, dans des chiffres bien plus faibles que ceux avancés par les publications virales, mais bien plus élevés que ce que nous devrions accepter comme normal. Et le peuple du Liban, un pays auquel on a promis la reconstruction, la stabilité et la paix tellement de fois que les promesses elles-mêmes sont devenues une forme de cruauté, vit un autre chapitre d'une histoire qui dure depuis aussi longtemps que la plupart de ses habitants sont en vie. Voilà ce qui se passe réellement au Liban. Pas la version virale, pas la version exagérée conçue pour provoquer une réaction. La vraie version, compliquée, douloureuse, non résolue et exigeant plus qu'un partage ou un simple défilement d'écran. Elle exige de l'attention, elle exige de l'exactitude et par-dessus tout, elle exige que nous refusions de détourner les yeux. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.